Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Cela fait maintenant un petit temps que je fais ce type de concept, à savoir vous raconter des histoires toutes différentes les unes que les autres, que ce soit celle sur le tueur de Flavin, le vampire de Montparnasse ou même encore le loup du Gévaudan. Mais il y a un domaine que je touche plus particulièrement depuis le début, et autant vous dire que c'est un sujet qui a beaucoup d'histoires à nous raconter. Que ce soit l'histoire catastrophique du Sea Diamond, l'histoire mystérieuse du Marie Céleste ou tout bonnement l'incroyable expédition Franklin, je me suis dit qu'il était peut-être temps, maintenant que j'en ai rencontré quand même quelques-unes, de pouvoir vous les présenter encore plus, mais cette fois-ci dans une immense vidéo qui va regrouper toutes ces histoires en une seule et même vidéo. Alors messieurs dames, installez-vous confortablement, prenez votre petit binouze, votre petit popcorn ou tout bonnement votre petit déj si vous avez le temps. Aujourd'hui messieurs dames, dans ce spécial Fabulae Mundus, je vais donc vous raconter 4 histoires liées aux histoires les plus incroyables que nous auront racontées les marins ou les expéditeurs du monde entier. Messieurs, dames, c'est Yota, bienvenue dans Fabulae Mundus, spécial Histoire maritime. Chez les marins du monde entier, de nombreuses histoires circulent au sein des bateaux, et cela depuis des générations et des générations. Le mythe des sirènes, du kraken, ou autres monstres légendaires, le triangle des Bermudes ou même encore l'histoire des grands navigateurs que tout le monde connaît. Mais celle qui traumatise même les marins les plus expérimentés, ce sont les bateaux fantômes. Bateaux pirates, bateaux de grandes guerres ou même encore des bateaux d'explorateurs perdus, il en existe de toutes sortes. Mais un les surpasse tous, autant dans sa popularité que dans son grand mystère. Le bateau surnommé le Marie Céleste. Un grand vaisseau en partance pour la ville de Gênes, mais qui sera retrouvé non loin des Açores, vide de toute vie. Alors, entre découvertes, légendes, mystères et autres malédictions, qu'est-il arrivé au Amazon comme il s'appelait au tout début? Quelles sont les hypothèses? Comment un équipage entier a pu disparaître comme cela en laissant le vaisseau dériver dans l'océan? Et quelle fut la suite de sa vie après sa découverte? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, dans ce nouveau Fabulae Mundus, je vous embarque à bord du nommé plus exactement l'Amazone pour vous raconter la légende du plus grand vaisseau fantôme de l'histoire, le Marie Céleste. Pour comprendre toute l'histoire de cette légende, il faut remonter à sa naissance. Le Marie Céleste, initialement nommé l'Amazone, est un brick goélette construit en Nouvelle-Écosse en 1861 dans le chantier naval de Joshua Dewis à Spencer Island. Le navire est conçu avec du bois local, mesurant 30,3 mètres de long, 6,9 mètres de large et possède un tirant d'eau de 3,6 mètres pour un tonnage de 198,42 tonnes. J'ai pas compris. Ouais, pas mal d'infos maritimes, je suis d'accord, c'est pour ça que je le dis vite, mais c'est mes racines bretonnes. Enfin, mes racines wikipédiennes, mais bon, bref. Il faut les donner, ça reste une donnée importante. Pour son premier voyage la même année, l'Amazone se rend à Five Island pour embarquer une cargaison de bois à destination de Londres. Après avoir supervisé le chargement, le capitaine McClellan tombe soudainement malade. Et sa condition empirant, le navire retourne à Spencer Island. Arrivant sur place, McClellan meurt le 19 juin des suites d'une soudaine maladie. Vous sentez le problème arriver sur ce bateau? Bon, vous allez me dire aussi, ça peut arriver. Peut-être qu'il a attrapé ce mal avant et que les conditions d'un voyage maritime ne l'a pas arrangé. Ce qui peut être vrai.
est totalement réaliste. Alors, pour le remplacer, un nouveau capitaine est demandé, et ce capitaine est John Nutting Parker, pour une nouvelle mission assez importante, la traversée de l'Atlantique. Mais comme vous vous en doutez, le voyage ne fut pas de tout repos. Par exemple, l'Amazon percute des équipements de pêche au large d'Eastport dans le Maine, et après avoir quitté Londres, elle coule même un brick lors d'une collision dans la Manche. Aïe! Et ça, c'est que le début. Alors imaginez la suite. Parker commande le navire durant 2 ans. Et à part ces mésaventures de début de capitanat, disons, entre guillemets pour presque, comment on peut appeler ça, le souiller au tout début, rien n'arrive après. Durant ces 2 ans, pas grand chose se passe d'inhabituel. Même d'ailleurs celui qui reprendra les rênes du vaisseau par la suite, William Thompson, jusqu'en 1867, ne verra lui aussi rien d'inhabituel. Jusqu'au jour où, en octobre 1867, le navire est jeté à la côte de l'île du Cap-Breton lors d'une tempête. Les dégâts sont tels que ses propriétaires l'abandonnent. Après plusieurs rachats et autres échanges, c'est en octobre 1868 que M. Richard Hayne, un marin de New York, décide de reprendre en main notre sublime vaisseau. Il le rachète pour le réparer, et en devient même le capitaine pour l'utiliser comme vaisseau américain au bureau des douanes du port de New York, sous son nouveau nom, qu'il a baptisé d'un très joli nom, le fameux Marie Céleste. Mais comme depuis le début de son aventure, même si elle a été calme pendant un temps, en octobre 1869, le navire vit un nouveau revers, en étant saisi par les créanciers de Hayne et vendu à un consortium new-yorkais présidé par James H. Winchester. Ouais, autant vous dire là avec tous les noms, c'est un vrai bordel. Et ouais, l'aventure est rude. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Et vous allez très vite le voir. Au cours des 3 années qui suivent, nous ne savons pas grand-chose sur ce qu'il se passe, car aucun document ne liste les activités de la Marie Céleste durant cette période. Ce que l'on sait par contre, c'est ce qui lui arrive après, comme à chaque fois. En 1872, le navire subit d'importantes modifications. Sa longueur passe à 31 mètres, sa largeur à 7,8 mètres et son tirant d'eau à 4,9 mètres. Et un second pont est même ajouté. Bref, on l'agrandit en long, en large, en hauteur. Mais vous allez me dire, pourquoi cet agrandissement? Il n'était pas assez grand? Eh ben, il y a une raison bien précise de pourquoi cet agrandissement. En effet, le but était de pouvoir traverser l'Atlantique avec bien plus de stock qu'avant, amorçant le triste destin que connaîtra le Marie Céleste très peu de temps après sa rénovation. Nous arrivons à une date fatidique, celle du 7 novembre 1872. Ce jour-là, la Marie Céleste se prépare à quitter New York pour Gênes, en Italie, sous le commandement du dernier capitaine de notre histoire, le capitaine Benjamin Briggs. Ce nouveau meneur d'hommes a avec lui un équipage solide, composé de 7 marins expérimentés, ainsi que sa femme Sarah et leur fille Sophia Matilda. À l'intérieur du vaisseau se trouvent plus de 1500 tonneaux d'alcool dénaturé, un produit inflammable mais impropre à la consommation. En gros, les marins ne pouvaient pas se servir là-dedans, comme de vrais pirates et comme de vrais marins. Non, là, il fallait juste le transporter. J'imagine pas la tristesse. Pour vous donner un peu plus d'informations sur notre bon vieux capitaine, Benjamin Briggs est un capitaine connu pour sa rigueur et son expérience de la navigation, ce qui fait de lui un homme brave capable de traverser toutes les mers du globe. Et accompagné de sa famille et d'autres marins de son calibre, la traversée jusqu'à Gênes allait être un jeu d'enfant. Et de l'autre côté, en plus, le bateau est de très bonne facture. D'ailleurs, le capitaine exprima dans des lettres une satisfaction quant à l'état du navire et de son équipage avant le départ. Tout est donc réuni à ce moment-là pour que tout le séjour se passe comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas ce qui est prévu par le destin. Le 4 décembre 1872, un mois après le départ du navire, le Dei Gracia, un autre navire commandé de son côté par le capitaine David Morehouse, attend sa prochaine cargaison à Hoboken, près des Açores, un petit groupe d'îles situé dans l'océan Atlantique,
à quelques centaines de kilomètres du Portugal et donc du continent. Les conditions étaient idéales. Il faisait beau, un petit vent, bref, tout était parfait pour David et son équipage qui avance vers sa destination finale, Gibraltar. Cependant, le marin repère un navire au loin, qui n'a pas l'air d'avancer correctement. En regardant de plus près, le capitaine remarque que le bateau en question s'appelle le Marie Céleste, et qui a plutôt l'air de dériver que de filer vers les côtes. Le Dei Gracia tente d'envoyer des signaux au bateau pour voir si tout va bien, mais aucune réponse ne parvient à eux. Et cela commence à inquiéter le capitaine. Le bateau commence alors à se rapprocher pour comprendre ce silence de réponse. Mais plus il se rapproche, plus l'ambiance devient lugubre et étrange, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Et lorsque l'équipage monte à bord, l'ambiance devient glaciale, presque morbide, car la réponse du silence est sous leurs yeux. Le Marie Céleste est vide de toute vie. En effet, ils découvrent un navire totalement abandonné. Aucun marin, aucun capitaine, ni même une vie animale. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que l'intérieur des cabines est en ordre. La nourriture et les effets personnels de l'équipage sont intacts, sauf les instruments de navigation et les documents du capitaine qui, de leur côté, ont disparu. En continuant les recherches, les marins remarquèrent que la chaloupe du navire manque, que le gréement permettant la manœuvre des navires à voile est endommagé et que la cale est partiellement inondée, bien que le navire soit encore en état de naviguer. Même d'ailleurs, pour vous dire, la cargaison est totalement intacte. Alors attendez, je vais vite fait vous résumer la chose. Le capitaine et ses marins découvrent un Marie Céleste vide de tout équipage avec une cargaison intacte, un bateau presque intact, mais sans aucun membre d'équipage, aucune lettre relatant ce qui a bien pu se passer, et les notes du capitaine qui se sont volatilisées. Le mystère atteint alors son apogée. Avec toutes ces informations, David Morehouse décide de remorquer le Marie Céleste jusqu'à Gibraltar, lieu de sa destination finale, où il espère que le tribunal maritime trouvera une raison de tout ceci. Mais malheureusement, lui et les autres membres d'équipage ne sont pas prêts à avoir une réponse solide. Arrivé à Gibraltar, le Marie Céleste est confié donc au tribunal maritime du pays, qui va se charger de comprendre et d'étudier toutes les pistes possibles sur ce mystère. Ils vont par exemple étudier diverses explications, comme une tentative d'escroquerie, une mutinerie de l'équipage, ou même un acte de piraterie, ou même encore plus connaître en profondeur la vie du capitaine et de son équipage. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas aussi simple, ou du moins, c'est trop facile. Prenons par exemple la vie de Benjamin Briggs, le capitaine. Il est né à Wareham, dans le Massachusetts, le 24 avril 1835. Il est l'un des 5 fils du capitaine Nathan Briggs, et 4 deviennent marins, dont 2 comme capitaines. Autant vous dire que la mer leur coule dans les veines dans cette famille. Benjamin, c'est un chrétien pratiquant, qui lit régulièrement la Bible, et témoigne fréquemment lors des prières. Avec sa femme et cousine Sarah Elizabeth Cobb, Quoi? oui, autre époque, autre mœurs, ils ont un fils Arthur en septembre 1865 et une fille Sophia Matilda en octobre 1870. Au moment de la naissance de son second enfant, Briggs est devenu un membre respecté de sa profession. Peu après, il décide de prendre sa retraite et de se lancer dans les affaires avec son frère Oliver, également fatigué de sa vie de marin. Je vais vous rassurer, ils renoncent très vite, car pour eux, la mer c'est leur maison, leur raison de vivre, et décident alors d'acheter chacun des parts dans 2 navires. Oliver dans le Julia A. Alcock et Benjamin dans le Marie Céleste. En octobre 1872, Benjamin prend donc le commandement de la Marie Céleste, pour ce qui doit être son premier voyage après sa rénovation à destination de Gênes en Italie, comme on l'a expliqué. Et il n'est pas parti avec des branquignoles, rappelez-vous ce que j'ai dit.
Déjà, pour commencer, il est accompagné de son épouse et de sa fille, qui sont habitués à la vie en mer. Et puis Briggs, c'est un capitaine plus qu'expérimenté, qui a choisi son équipage avec soin. Par exemple, le second capitaine, Albert G. Richardson, il le connaît bien, car il a épousé une de ses nièces, et a déjà navigué avec lui. Son adjoint, Andrew Gilling, âgé d'environ 25 ans, est un Américain d'origine danoise, et lui aussi a de solides expériences en navigation. Le steward, Edward William Heard, lui est recruté avec une lettre de recommandation de James Winchester, qui n'est autre, rappelez-vous, que le président de la société J.H. Winchester et compagnie qui possède le navire. Donc, on est sur une équipe de loups de mer, si on peut dire. Donc, je les vois mal faire autre chose que de naviguer. Dans une lettre destinée à sa mère, postée peu avant la traversée, Briggs se déclare pleinement satisfait du navire et de l'équipage. De son côté, Sarah Briggs informe sa mère que l'équipage lui semble capable. Donc, du point de vue du capitaine ou de son équipage, aucune piste solide ne permet de voir de réponse de ce côté quant à la situation étrange du bateau. Et je vous rassure de suite, pour les autres hypothèses, ce n'est guère mieux. L'enquête maritime, sous la supervision du procureur général Frederick Solly Flood, étudie donc plusieurs autres théories pour expliquer la disparition de l'équipage. Ils ont imaginé par exemple une mutinerie de l'équipage. Mais comme expliqué juste avant, l'équipage était expérimenté et capable de survivre à toute situation, et aucun signe de violence a été révélé, même que ce soit dans leur vie ou sur le bateau. Donc cette hypothèse est rapidement écartée. Il y aurait pu y avoir une fraude à l'assurance. Certains soupçonnent James Winchester, donc le copropriétaire du navire, d'avoir orchestré une escroquerie pour récupérer un peu de trésorerie, comme on dit, mais aucune preuve ne vient étayer cette thèse. Et puis surtout, où sont tous les gens sur ce bateau? Ils sont où maintenant? On a même, comme je l'ai dit, imaginé une attaque de pirates, mais les objets de valeur et la cargaison étaient toujours à bord. Cette hypothèse semble donc très peu probable, ou alors ils ont décidé de faire du trafic d'êtres humains, ce qui est pas très rare, mais entre guillemets, c'est peut-être pas la priorité pour eux, en tout cas à l'époque. Et enfin, ils ont décidé aussi de traduire plusieurs hypothèses un peu plus probables, comme par exemple des phénomènes naturels, comme une trombe marine ou une crainte d'explosion causée par les vapeurs d'alcool qui auraient poussé l'équipage à quitter précipitamment le navire. Mais là encore, rien ne permet de valider cette version, que ce soit sur le bateau ou sur quoi qu'autre preuve qu'on pourrait y avoir dessus. Avec cette absence de réponse, les spéculations et les rumeurs finissent par remplacer la réalité des faits. Théorie du complot, intervention paranormale, on a même parlé des monstres des océans, comme les sirènes ou encore le kraken. Ouais, encore et toujours les mêmes histoires, et ça changera jamais, vous allez voir, sur toutes les histoires marines que j'ai, ça revient assez fréquemment. Mais on s'en lasse jamais. Après donc des semaines et des semaines d'enquête et de recherche, la justice maritime portugaise n'a pas réussi à trancher entre ces différentes explications. Et qu'a-t-elle fait? Le Marie Céleste est finalement libéré pour reprendre la mer. Et ouais, non mais ils sont totalement débiles. On te dit que ce bateau est potentiellement hanté, ou qu'il y a eu un souci inexpliqué et qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais on préfère s'en arrêter là et dire « Allez, vas-y, reprends la mer, mon coco, éclate-toi, vole de tes propres ailes, ou nage de tes propres nageoires. » Ok. On vend bien des maisons où il y a eu des meurtres, donc j'ai envie de dire « Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on risque ?» À partir de là, l'histoire du Marie Céleste continue sur les mers, jusqu'à reparler de lui. Et je sais que cela a l'air d'une blague, mais malheureusement, encore pas en bien. En 1885, son nouveau capitaine, Gilman C. Parker, a une brillante idée pour ternir encore une fois l'image du bateau. Au large de Haïti dans les Caraïbes, notre fiefé coquin décide volontairement de faire échouer le navire sur le récif lors d'une tentative de fraude à l'assurance. En effet, le Marie Céleste possède une cargaison sans valeur, mais indique sur le manifeste d'expédition qu'il s'agit de biens précieux
et l'assure pour plus de 30 000 livres, environ 700 000 $ aujourd'hui. Combien? Ayant rejoint la terre ferme avec une chaloupe, Parker et son équipage vendent une partie de la cargaison au consul américain avant de demander un dédommagement pour la marchandise assurée. Mais quand le consul s'aperçoit que ce qu'il a acheté n'a aucune valeur, car il n'est pas aussi con que cela, la compagnie d'assurance lance une enquête approfondie pour relever la fameuse tentative d'escroquerie. Parker et les armateurs sont donc jugés en juillet 1885 à Boston pour fraude à l'assurance en bande organisée. Et Parker est également accusé d'avoir volontairement naufragé le navire, crime appelé baraterie à l'époque, passiblement de la peine de prison. Ah ouais, je vous dis, ça rigolait pas à l'époque sur ça. Heureusement pour lui, le procès pour baraterie est différé et il est libéré. Mais sa réputation est cependant ruinée et il meurt dans la misère 3 mois plus tard. Mais avec tout ceci, le bateau endommagé lorsqu'il s'est échoué sombra lui aussi, mettant fin à son aventure et à toute la malédiction qui l'entourait. L'histoire de la Marie Céleste est devenue une légende maritime populaire, inspirant de nombreux récits fictifs, comme par exemple une nouvelle du légendaire créateur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle en 1884, qui va populariser le mythe du vaisseau fantôme. Aujourd'hui encore, l'énigme de la disparition de son équipage intrigue historiens et passionnés de mystère, alimentant diverses théories allant des causes naturelles aux explications paranormales, même après 150 ans. Voilà, messieurs, dames, l'histoire mystérieuse du vaisseau Amazon, plus communément appelé le Marie Céleste. Durant la grande histoire de l'homme, l'aventure a toujours été le déclencheur de nombreuses explorations du monde. Et des hommes comme Christophe Colomb, Vasco da Gama, James Cook ou encore Jacques Cartier ont pu vivre l'honneur de ramener des informations ou des histoires permettant l'avancée dans notre quête de découvrir plus précisément notre si belle terre. Mais même si ces hommes nous ont permis d'explorer en profondeur les territoires les plus inaccessibles, pendant longtemps, nous étions incultes d'une partie des océans, ceux des pôles. Ces terres inaccessibles qui, sans être préparées au vent violent, peut être extrêmement dangereux. Et avec les différents glaciers se mêlant au blanc du pelage des prédateurs qui peuplent ces terres, autant vous dire que c'est des conditions à risque. Et il y a presque maintenant 180 ans, un homme du nom de John Franklin, après avoir appris suffisamment sur l'Antarctique, décida de prouver que le mythe du passage du Nord-Ouest n'est qu'un mythe. À bord de 2 bateaux, lui et son équipage se sont mis en route pour ce qui sera l'une des plus meurtrières des missions d'exploration britanniques. Car en effet, personne ne reviendra de ce voyage glacial. Alors entre découvertes récentes, tombes en terre inuite, cannibalisme, survivalisme, mystère ou encore malédiction, qu'est-il arrivé au HMS Erebus et au HMS Terror? Qui est Sir John Franklin? Pourquoi être parti là-bas? Et qu'avons-nous découvert tout récemment avec les épaves? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui dans ce nouveau Fabulae Mundus, je vous embarque à bord du HMS Terror et du HMS Erebus pour vous raconter l'expédition la plus sinistre de l'histoire de l'exploration polaire, l'expédition Franklin. Pendant des siècles, un passage maritime était une énigme, une aventure, mais avant tout, l'un des endroits les plus difficiles d'accès, le passage du Nord-Ouest. Un chemin reliant l'Atlantique au Pacifique par le nord du continent américain. Oh, aujourd'hui la difficulté n'y est plus grâce à de nouvelles technologies,
Mais à l'époque, de nombreux explorateurs s'y sont aventurés sans succès, rencontrant des étendues glacées infranchissables et des conditions climatiques extrêmes, causant la mort d'ailleurs de nombreux marins courageux. Parmi ceux ayant tenté l'impossible, on peut lister John Cabot, Martin Frobisher, Henry Hudson ou même encore James Cook. Mais même les plus grands navigateurs qui ont tenté de trouver cette route tant convoitée n'ont pas réussi à la traverser entièrement, ou du moins à en sortir indemne. En 1845, l'amirauté britannique décide de changer cela, et envoie une nouvelle expédition pour tenter de dompter ce passage. Et pour cela, ils mettent à la tête de l'expédition Sir John Franklin, un officier de la marine chevronné ayant déjà exploré l'Arctique lors de nombreuses missions précédentes. Pour ce faire, Franklin peut compter sur 133 hommes courageux et déterminés à braver les glaces et la rudesse du climat polaire qu'ils vont subir de plein fouet. Mais les hommes, c'est bien, les bateaux à la hauteur, ça aussi c'est important. Et la marine anglaise a du lourd, du très très lourd. Notre capitaine aura à sa tête en effet le HMS Erebus et le HMS Terror, des prouesses de technologie, des coques renforcées en fer pour résister aux glaces, des moteurs à vapeur innovants, un système de chauffage pour les quartiers de l'équipage, ainsi qu'une immense réserve de provisions prévue pour 3 ans. Autant vous dire qu'ils prévoyaient presque de partir à la guerre, ou même de traverser le monde avec ce qu'ils avaient. Le mois de mai a déjà commencé. Et l'expédition quitte les eaux de la Tamise sous les acclamations de la foule, se regroupant pour leur donner encore plus de courage et leur montrer qu'ils sont l'espoir de la couronne britannique. L'objectif était donc ambitieux, traverser une route sûre à travers les mers hostiles du Grand Nord et ouvrir enfin une voie commerciale stratégique. Mais ce que Franklin et son équipage ignoraient, c'est qu'ils embarquèrent pour une mission sans retour, un voyage qui les plongera dans l'un des drames les plus glaçants de l'histoire de l'exploration maritime. Les débuts de l'expédition se sont déroulés plutôt sereinement. Enfin pour eux bien sûr. Mais les marins le savent. La nature peut être aussi bien calme comme un lac que violente comme une énorme tempête. Et la nature ici s'est montrée impitoyable. Nous sommes en septembre 1846. Après plusieurs mois de voyage, les 2 navires se retrouvent piégés dans la glace au nord-ouest de l'île du Roi Guillaume. Ils tenteront corps et âme de débloquer les bateaux, mais en vain. Les jours passent, puis les mois. Puis les années. Et vous vous en doutez bien que là où il se trouve, c'est inatteignable pour demander de l'aide, ou même pour qu'une équipe de sauvetage puisse venir. Et la nature en plus y est extrême, pouvant aller dans les températures négatives extrêmement faibles, et avec très peu d'animaux leur permettant de survivre encore un peu plus. La finalité de tout ça, c'est des hommes souffrant du froid extrême, du manque de nourriture et des maladies qui causent des dommages irréversibles dans l'équipage Sir John Franklin. Lui compris. En avril 1848, après 2 hivers insoutenables, 24 hommes trouvent la mort, dont notre Sir John Franklin. Le commandant Crozier, qui a pris la place du capitaine, prit une décision désespérée. Abandonner le HMS Erebus et Terror et de marcher vers le sud dans l'espoir d'atteindre un poste de trappeur. L'ennui supplémentaire, c'est qu'ils se trouvent à plus de 1100 km de leur localisation. Un détail qui fera leur perte. Les hommes partent dans leur nouvelle aventure suicide, épuisés, affamés et atteints de scorbut. Et en plus doivent affronter des conditions infernales, disons-le même létales. Et quand tous ces points atteignent le cerveau, il se peut parfois que nos instincts primaires refassent surface. Et ils en ont fait les frais. Selon les témoignages recueillis plus tard grâce à des découvertes, la situation était telle qu'ils en viendront au cannibalisme pour survivre. En effet, certains artefacts et squelettes retrouvés vers les lieux de disparition montrent des traces de coupes sur les os, confirmant le sombre destin des morts sur leur route. Mais même s'ils en sont arrivés à ce triste péché, aucun d'entre eux n'arrivera à destination, et leur disparition restera pendant longtemps un mystère. Pendant des décennies, la Grande-Bretagne a cherché des traces de l'expédition Franklin. Ce qui veut dire que pendant de nombreuses années, d'autres expéditions ont été menées pour retrouver quelques indices pour permettre de résoudre ce grand mystère maritime. Mais la nature, la météo et les animaux n'ont pas aidé nos chercheurs. Et même si les équipes trouvèrent des campements désertés, des os humains et des centaines de traces du passage des marins disparus allant de morceaux de maillot au couteau aux cuillères à dessert en argent, le mystère reste entier. Et ça pendant vraiment de nombreuses années.
On était presque persuadé que la résolution de cette énigme ne pourrait jamais arriver. Et en Grande-Bretagne, le peuple ne voulait pas y croire, et son irrésistible fascination pour les derniers jours de l'expédition Franklin alimenta de nombreux mythes. Mais c'est en 2014, soit plus de 160 ans après leur départ, que l'un des plus grands mystères fut enfin révélé. Cette année-là, l'un des deux bateaux, le HMS Erebus, est localisé au sud de l'île du Roi Guillaume. Grâce aux indications des Inuits qui avaient transmis leur savoir oralement pendant des générations, les chercheurs en quête de réponses ont pu déceler cette perle rare et permettre de pouvoir suivre le fil de leur mésaventure. 2 ans plus tard, le deuxième bateau, le HMS Terror, est retrouvé, parfaitement conservé dans une baie glacée non loin du premier. Grâce au froid glacial de ces eaux, l'intérieur des navires semble figé dans le temps, comme un véritable bateau fantôme. Et avec les 2 bateaux retrouvés, plusieurs points ont pu être découverts ou même résolus. Faisons un petit peu la liste d'ailleurs. Les historiens ont toujours présumé que les hommes de Franklin étaient pour la plupart morts en 1848, au cours de leur expédition téméraire vers la rivière Back. Cependant, dans les années 1980, David Woodman, un marin à la retraite et écrivain d'histoire basé à Port Coquitlam en Colombie-Britannique, s'est penché sur les témoignages des Inuits. Selon ces rapports, seuls quelques hommes de Franklin seraient morts sur le trajet, et une grande partie de l'équipage aurait en fait regagné les navires. Ils auraient ensuite réussi à naviguer plus au sud, jusqu'à l'endroit où sombraient finalement les 2 vaisseaux. Là, les naufragés auraient survécu grâce aux provisions et à la chasse, jusqu'à la mort du dernier d'entre eux au début des années 1850. Et grâce à des fouilles sous-marines, on a pu même découvrir des objets personnels et même des traces écrites par Crozier lui-même, qui a pas mal révélé des points que je vous ai racontés plus tôt. Mais même si c'est bien beau tout cela, beaucoup de choses restent encore à éclaircir. En effet, si les choses ont avancé pour tenter de résoudre cette affaire, des questions restent toujours en suspens. Pourquoi l'expédition a-t-elle échoué si brutalement? L'équipage était-il réellement revenu au navire après leur tentative de fuite? Les historiens espèrent que d'autres parties des journaux de bord ou des documents retrouvés dans les épaves fourniront des indices cruciaux. Et puis, les familles des marins n'ont toujours pas de réponse sur ce qui est véritablement arrivé à leurs ancêtres. Mais là aussi, il y a de l'espoir, car les scientifiques ont analysé les ossements retrouvés et effectué des tests ADN pour identifier les marins disparus. En comparant ces résultats avec les données génétiques des descendants actuels, les chercheurs espèrent reconstituer les derniers jours de l'expédition. Derrière ça, nous avons aussi les Inuits. Ils se partagent l'histoire des hommes de Franklin de génération en génération, mais il y a quelques incohérences, voire des modifications qui se sont retrouvées par la suite. Mais en effet, ils aident quand même extrêmement bien pour faire avancer l'enquête. Aujourd'hui même, les jeunes Inuits participent aux fouilles et à la préservation des sites historiques. Un musée local d'ailleurs prévoit même d'exposer les artefacts retrouvés, permettant ainsi de transmettre cette histoire fascinante aux générations futures. Et il va servir encore plus qu'avant, car les archéologues de l'agence Parc Canada prévoient de remettre à flot les 2 navires de l'expédition Franklin. Pourquoi ? Car les conditions extrêmes de la région arctique menacent les vaisseaux, un peu comme ce qui se passe pour le Titanic d'ailleurs. La banquise a raclé la poupe et a broyé la zone où se trouvait même la cabine de Franklin, emportant et éparpillant sur son passage les objets du commandant. Pour la première fois depuis plus d'1 siècle, il y a bon espoir quand même de pouvoir enfin raconter l'authentique histoire de l'expédition perdue. Et j'espère qu'un jour, on aura enfin le fin mot de l'histoire. L'expédition Franklin est une histoire fascinante, d'ambition, de courage, mais aussi de tragédie et de mystère. Aujourd'hui encore, les épaves reposent dans l'immensité glaciale de l'Arctique, témoins silencieux d'un voyage qui tourna au cauchemar. Peut-être qu'un jour nous saurons enfin toute la vérité sur le destin de ces hommes, mais pour le moment, le mystère court toujours, et malheureusement continuera jusqu'à la fin des temps. Les années 30 sont marquées par de grandes explorations maritimes et des expéditions commerciales vers des territoires lointains. Et même avant d'ailleurs notre chère expédition Franklin que je vous ai raconté il y a déjà 2 semaines. Je vous le mets ici d'ailleurs en petit épinglé si vous ne l'avez toujours pas vu.
Dans un monde où les communications sont limitées et les distances encore plus immenses, l'isolement peut être une sentence de mort. Et sur notre bonne vieille Terre, perdue dans l'immensité de l'océan Indien, à plus de 3000 km d'une terre habitée la plus proche, se trouve une île volcanique, battue par les vents et l'isolement de son environnement. Son nom, l'île de Saint-Paul. Une terre aride où peu de vies humaines ont laissé leur empreinte. Mais en 1930, avant que le monde ne connaisse ses pires tristesses pendant au moins facilement 20 ans, un drame s'y est joué. Une histoire d'oubli, de désespoir et de survie. Dans cette immensité désolée, 7 personnes furent envoyées pour une mission simple, garder des installations d'une entreprise de pêche en attendant le retour des bateaux. Mais ce qui devait être une mission temporaire s'est transformé en un cauchemar sans fin. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur cette histoire tragique. Comment ces hommes et cette femme enceinte en plus ont-ils survécu à l'oubli? Pourquoi ont-ils été abandonnés? Et surtout, comment leur histoire a-t-elle pu faire surface? Et que s'est-il passé pour l'entreprise en question? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes bien évidemment, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui dans ce nouveau Fabulae Mundus, je vous emmène dans ce joli océan Indien avant la Seconde Guerre mondiale pour découvrir l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes qui vécurent l'enfer sur Terre, qu'on renommera d'ailleurs ensuite ce petit groupe d'hommes, les oubliés de Saint-Paul. Tout commence en 1928, année où de grandes naissances célèbres se sont passées, comme Lil Renault, Ennio Morricone, Andy Warhol, Stanley Kubrick, mais également Mickey Mouse, Robert Badinter, Che Guevara ou encore Jean-Marie Le Pen. Je ne pensais pas qu'un jour une vidéo Fabulae Mundus serait autant d'actualité. C'est fou, incroyable. Cette année-là, 2 frères, Henri-Émile et René-Émile Bossière, riches armateurs du Havre, grâce à leur exploration maritime près des îles Kwéguerlen, décident d'exploiter les eaux poissonneuses sur d'autres îles de l'océan Indien, surtout autour d'une île, notre fameuse île de Saint-Paul. Pour cela, ils fondent la Langouste Française, une entreprise de pêche qui recrute des marins en Bretagne, principalement d'ailleurs à Concarneau, pour partir en expédition dans ces contrées lointaines, où la gloire est à portée de main, ou du moins c'est ce qu'on leur dit. Pendant longtemps, tout se passe bien, et la pêche est bonne, et le poisson est bien frais. Tout roule alors pour nos 2 frères pour lancer leur nouvel équipage dans cette nouvelle île. Mais malheureusement, même si ça réussit bien pour eux, rien ne dure éternellement. En 1929, une trentaine de marins venus des 4 coins de l'Europe se préparent à partir de nos côtes bretonnes pour une première campagne de pêche saisonnière. Après plusieurs semaines de voyage, de pêche intensif et un retour qui ne devait pas être de tout repos non plus, l'expédition se trouve être un succès et les hommes sont accueillis avec beaucoup de joie en France. Avec ce retour florissant, la Langouste Française décide de lancer une nouvelle campagne dès l'année d'après. Mais celle-ci ne sera pas aussi triomphante. L'année 1930 entamée, la deuxième campagne est lancée. Les marins, aussi courageux que la première escadrille, prennent le large pour rejoindre l'île de Saint-Paul. Après plusieurs semaines de travail, le navire austral appartenant à la société vient faire la relève du personnel pour le ramener en France et leva l'ancre au début du mois de mars. Mais ici, l'administrateur de la société, Alfred Caillé, pour assurer la garde et la conservation du matériel pendant l'hiver austral, décide de laisser 7 hommes sur l'île pour assurer cette mission. Les noms sont les suivants. Julien Le Huluduc de Concarneau, Victor, Louise de Brounou, enceinte, je précise encore, Pierre Quilivic, Louis Elerdan, Emmanuel Pouloc et enfin François Ramanogui, un jeune malgache de 18 ans. On leur promet qu'un bateau viendra les ravitailler d'ici 2 à 3 mois. Et honnêtement, quand tu vois que ça se passe super bien, tu ne peux qu'acquiescer. Mais les mois passent et aucun bateau n'apparaît à l'horizon. C'est alors que l'enfer va s'abattre sur ces pauvres âmes qu'on a abandonnées à leur triste sort.
Pendant quelque temps, tout allait bien pour nos habitants. Louise accoucha même fin mars d'une petite fille qu'ils appelèrent Paul, du nom de l'île. Malheureusement, cette vie idyllique, disons-le, même si cela ne devait pas trop être le cas, ça finissait clairement à être devenu un immense cauchemar. La petite d'ailleurs ne vécut que 2 mois pour vous dire à quel point. Une caisse de conserve fit même fonction de cercueil. Triste fin quand même. Puis, faute de vivres frais et par excès de consommation de conserve ou de bœuf en gelée plus ou moins variés, les gardiens commencèrent à être atteints d'un mal qu'ils finirent par identifier grâce à un livre de médecine qui leur avait été laissé, comme étant le scorbut. Pour ceux qui ne savent pas, les jambes le gonflent, les gencives saignent, la faiblesse en devenait même insupportable pour leur petit corps d'humain. Et après plusieurs mois, le premier à être emporté par la maladie fut Manuel Pulloc le 30 juillet, suivi de François et Victor Le Brounou. Avec toutes ces morts et peu de chances de survie, Pierre, quant à lui, quitta même l'île sur un canot, par mer démontée en plus qui plus est. Sachez-le, les survivants ne le revirent jamais. Comme d'ailleurs les habitants des îles autour. L'enfer sur terre, je vous l'ai dit, et cela durera encore des jours, et des jours, et des jours. Mais l'espoir renaît toujours, même si on est déjà au bord du gouffre. Neuf mois après leur abandon, le bateau de ravitaillement arrive enfin sur l'île et ne peut que constater l'étendue des dégâts. Sur les 7 marins qui étaient restés sur l'île de Saint-Paul, il n'en reste que 3. Louise, Julien et Louis. C'est grâce à eux qu'on sait ce qui s'est passé pendant leur virée dans cet enfer. Ils sont vite heureusement rapatriés en France où la presse s'empare de l'affaire. Et la justice également. Le 24 juillet 1931, moins d'1 an après leur extradition ou plutôt leur sauvetage de l'île de Saint-Paul, un procès est intenté par les victimes et leurs familles, qui va durer pendant presque 6 ans, jusqu'au 19 avril 1937, date du jugement en appel. Pour expliquer un petit peu, la cause des oubliés de Saint-Paul, comme on les a nommés, fut défendue par César Campinci jusqu'en 1936. Et cet homme, c'est pas rien puisqu'en effet ce dernier devint ensuite ministre de la Marine par la suite. De son côté, la défense de la langouste française était confiée à Alcide Delmont, qui fut sous-secrétaire d'État aux colonies entre 1929 et 1930. Le résultat, à la fin du procès, était sans appel. La société La Langouste Française fut reconnue coupable et condamnée à verser différentes indemnités aux victimes et aux familles, même après l'appel de la décision en 1935. Mais malheureusement, un drame n'arrivant jamais seul, si on a confirmé donc la responsabilité de la société, la langouste française fait faillite avant le résultat, faisant que les victimes ne recevront finalement aucune indemnisation. Une injustice qui ajoute une note amère à ce drame, mais qui finit enfin toute cette mésaventure et ce cauchemar. Aujourd'hui, l'île de Saint-Paul reste un lieu inhospitalier. Mais la mémoire des oubliés, elle, perdure. En effet, il y a 10 ans, une association a été créée pour faire vivre la mémoire des oubliés de l'île de Saint-Paul, pour que jamais on n'oublie ces hommes et cette femme laissés pour compte au bout du monde. Ne me quitte pas. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés. Yesterday, love was such an easy game to play. Et je vole, tu sais, plus haut que tout et tu me fais voler. Quand j'étais petit, j'écoutais, comme nous tous, les musiques de nos parents. J'ai pu écouter plein de styles, du Eddie Mitchell, Tina Arena en passant par du Aznavour ou du Piaf du côté de mon père, et du style plus moderne avec ma mère comme Coldplay et surtout Muse. Et dans toute cette liste, il y a une musique qui m'a toujours posé question. Une musique pourtant entraînante, mais qui raconte au final une histoire bien triste. Pour les plus jeunes d'entre vous, cela ne doit absolument rien vous dire. Et pour ceux nés dans les années 60, cela doit vous rappeler une musique qui a eu un succès commercial fort, parvenant même à se classer à la 2e place du hit-parade français en janvier 1980 et à être même certifié disque d'or.
Cette chanson, sortie en 1979 par le chanteur Alain Chamborre, mais surtout écrite par Serge Gainsbourg en personne, est un vibrant hommage à un homme qui a su gérer les mers et les océans pendant une grande partie de sa vie, mais qui, lors d'une course mythique, disparut sans laisser la moindre trace. Alors que s'est-il passé? Qui est cet homme? Qu'a-t-il réalisé? Pourquoi tant de mystères entourent sa fin? Et comment cette musique a-t-elle été créée? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons retracer l'histoire de cette musique rendant hommage à un marin français disparu en mer le 16 novembre 1978, le grand Alain Colas, à bord de son bateau, qui n'est autre que le nom de la musique, le Manureva. Avant toute chose, il faut comprendre l'origine de cet homme. Alain Colas est né le 16 décembre 1943 à Clamecy dans la Nièvre, donc autant vous dire assez loin de l'océan. Au tout début de sa vie, Alain Colas se consacre à des études classiques littéraires et d'anglais, notamment dans la philosophie jusqu'à même entrer dans l'école d'interprétariat à la Sorbonne. Mais pendant ces quelques années, il est attiré par l'eau, au point même de créer en juillet 63 à 19 ans le club de canoë-kayak de Clamecy. Un lien déjà direct avec son avenir. En 1965, alors qu'il est déjà à bout de Paris, il veut voyager, voir le monde de ses yeux et pas via les livres de sa bibliothèque. C'est alors que son père lui fait parvenir une annonce parue dans Le Monde dans laquelle l'université de Sydney en Australie recherche un lecturer. Et pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas la définition, un lecturer est en fait un chargé d'enseignement et non un lecteur comme le croyait notre jeu de Candide. De son propre vœu d'ailleurs, s'il n'avait pas connu la définition de ce métier, il n'aurait jamais postulé, n'aurait potentiellement jamais eu la carrière qu'il a eue, et cette vidéo n'aurait jamais existé. Il postule aussitôt et prépare son départ, et, sans avoir reçu de réponse, il réserve un billet pour l'Australie sur un paquebot au départ de Marseille, le 11 janvier 1966. Malheureusement, le 24 décembre 1965, il reçoit la réponse de l'université australienne, et elle est négative. Mais néanmoins, il décide de maintenir son voyage, voulant aller là-bas jusqu'au bout. À chaque escale du paquebot, il envoie diverses candidatures au pays des koalas pour mettre toutes les chances de son côté et trouver un poste dès son arrivée. Et la chance, vous allez voir qu'il en a, car arrivé à Sydney, il rencontre le responsable des études en français de la faculté, qui parvient à lui obtenir un poste de chargé d'enseignement dans la littérature française au St. John's College. Durant cette vie chez nos amis les Wallabies, il découvre une autre pratique sur l'eau, à savoir la voile. Avec quelques collègues, il découvre alors cet univers qui lui fait vivre des sensations que toi et moi on peut pas comprendre. Et comme une drogue, il se met à le pratiquer intensément, au point d'avoir une véritable passion. En décembre 1967, il est alors engagé comme coéquipier d'un bateau néo-zélandais sur la course Sydney-Hobart. À la fin de cette course, il rencontre Eric Tabarly, un navigateur de haut niveau qui vient lui de remporter cette course avec son bateau, le Penduick 3. Quel drôle de nom! Les deux hommes sympathisent et voient qu'ils ont une passion commune, la navigation. Et quand Eric rentre au pays, il propose alors à Alain d'embarquer pour le trajet qu'il envisage vers la Nouvelle-Calédonie. C'est l'époque des vacances scolaires, alors Alain accepte donc la proposition avec joie. Un choix qui va avoir un impact fort sur son avenir, mais pas de la manière douce. T'as coupé le drop! Oui, je garde la surprise pour la fin. Il m'a circoncis mon drop! Arrivés à Nouméa, ils font plusieurs escales, notamment à Ouvéa, où ils y mouillent le soir du 18 janvier 1968. Ce soir-là, au-dessus de leur tête, passe le cyclone Brenda, avec des vents dépassant les 150 km/h. Et nos deux confrères sont dans le chemin du cyclone, et ne peuvent s'échapper du piège météorologique que grâce au sang-froid de Tabarly et à la solidité du bateau, volontairement couché sur toute sa toile pour éviter de toucher le fond et de s'échouer. Cette nuit cauchemardesque pour beaucoup est décisive pour Alain Colas, qui j'imagine devait être vraiment un peu maso sur les bords.
Il décide alors après cet événement de prendre une année sabbatique pour se concentrer exclusivement à la navigation. Durant cette année-là, il décide de rentrer en France, notamment à Paris, en plein milieu de mai 68. Donc imaginez-vous dans sa tête, lui qui voulait fuir cette ambiance parisienne décide de rentrer au meilleur moment de l'année. Donc autant vous dire, dans sa tête, comme dirait Monsieur Turner, On lève l'ancre. il va alors à Lorient rejoindre Tabarly, qui peaufine son prochain bateau en vue de la toute proche transat anglaise, le bateau qui deviendra légendaire, le Penduick IV, ou plus communément appelé le Manureva. Pendant de nombreuses années, Alain Colas va donc naviguer, que ce soit avec Tabarly ou seul dans plusieurs courses ou voyages aux quatre coins du globe. Le Crystal Trophy, la Transpacifique entre Los Angeles et Honolulu, des routes dans toutes les mers du globe, et tout cela souvent avec le fameux Penduick IV, qu'on va gentiment renommer déjà Manureva ou Manu, ce sera plus simple pour moi. Et il s'y attache grandement à ce bateau. C'est fin 69 d'ailleurs qu'Alain formalise son désir d'acheter le bateau, dont Tabarly veut se séparer depuis longtemps. Mais l'envie, il n'en manque pas. Mais de l'argent, ça par contre, c'est plus handicapant, car le Manureva, c'est pas moins de 23 millions d'anciens francs pour l'obtenir. Et c'est une sacrée somme. Et même si la vente de quelques récits de voyage dans la presse ou des photographies lui permettent de récolter un peu d'argent, la somme est toujours pas suffisante. C'est à ce moment-là que Alain comprend qu'il lui faut des investisseurs, des sponsors pour pouvoir y arriver, qu'il lui faut donc réaliser des exploits et passer dans la presse pour pouvoir les toucher. C'est d'ailleurs le premier à s'appuyer sur le pouvoir des médias pour développer le sponsoring dans la course au large. Pendant quelques années, il participe alors à quelques courses avec de nombreux bateaux et arrive enfin à convaincre les banques pour obtenir un crédit de manière à acheter définitivement le Manureva. Et l'aventure de nos deux amis peuvent alors commencer sur les chapeaux de roue. Pendant 2 ans, de 70 à 72, ils veulent se consacrer à dompter la bête et pouvoir voguer sur toutes les mers et les océans. En juin 1972, Alain Colas est prêt et veut dompter une course qu'il a déjà fait dans le passé, la fameuse Transat anglaise. Le départ est donné à Plymouth le 17 juin. Lui et le Manureva foncent alors jusqu'à New York aux États-Unis, lieu d'arrivée de la course. Et après 20 jours, 13 heures et 15 minutes, c'est-à-dire le 8 juillet, il arrive vainqueur, pulvérisant ainsi le record de l'épreuve, lui permettant dans un sens d'ailleurs d'obtenir en décembre 72 la Légion d'honneur, le faisant chevalier. Mais notre homme est ambitieux, et après une course record, son objectif suivant n'est autre que de réaliser le premier tour du monde en solitaire, en multicoque avec le Penduick IV, rebaptisé donc à ce moment-là le Manureva, qui veut d'ailleurs dire l'oiseau de voyage en tahitien. À bord de ce bateau, légèrement modifié pour affronter les mers difficiles de l'hémisphère sud, Alain Colas part alors de Saint-Malo le 8 septembre 1973. Le défi était de taille, mais Alain connaît son bateau, il sait ce qui se cache sous la coque, et fonce malgré les périples et les dangers. Et ainsi, avec tout le courage qu'il possède, il arrive au port le 28 mars 1974, c'est-à-dire en 169 jours, battant donc ainsi le record du tour du monde en solitaire détenu à l'époque par Sir Francis Chichester en monocoque qui était lui de 226 jours. Il obtient donc 2 records en l'espace de 2 ans, une joie immense pour le marin qui avait trouvé une vocation mais surtout une vie dans laquelle il pouvait s'épanouir. Jusqu'en 1978, Alain Colas enchaîne bon nombre de courses, de projets de bateaux et de navigation dans les océans. Mais l'homme n'est toujours pas rassasié. Le 5 novembre 1978, il prend alors le départ de la première route du Rhum, l'une des plus grandes courses nautiques reliant Saint-Malo à la Guadeloupe. Alain est confiant, surtout qu'il est sur le Manureva. La course commence alors sans qu'il sache que ce sera la dernière fois qu'il foulera la terre française. Le 16 novembre 1978, alors qu'il a passé les accords dans les îles portugaises, il navigue alors parmi les premiers de la course. Mais la météo annonce une tempête qui se déchaîne peu après son passage près des îles. Il envoie ce qu'on considère comme son dernier message radio et il signale ceci. Je suis dans l'œil du cyclone. Il n'y a plus de ciel. Tout est amalgame. Il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi.
C'est à ce moment-là que le Manureva, avec Alain Colas à bord, disparaissent des radars. Dans les jours et les semaines qui suivent, des recherches au large des Açores sont entreprises, notamment effectuées par l'armée. Mais malheureusement, aucune trace du bateau ou du navigateur n'est trouvée. Et pourtant, les moyens sont colossaux pour le retrouver. L'armée a même acheminé 4 avions de patrouille maritime pour survoler une large étendue de l'Atlantique, environ 2 millions de kilomètres au total, pendant une vingtaine de jours, soit 400 heures de vol. Rien, pas une coque en vue. Le Manureva est introuvable. Pourtant, le dimanche 3 décembre, une communication d'Alain aurait été interceptée par au moins 2 radios amateurs. Et le message est affolant. Ici Manureva, suis en difficulté, demande d'assistance. L'inquiétude est alors grande, non seulement pour Alain Colas, mais aussi pour d'autres concurrents, comme par exemple le navigateur Jacques Palacé, muet depuis le début de la course. Mais des 2 navigateurs, seul Jack arrivera à Pointe-à-Pitre 10 jours après le dernier de la course. À ce moment-là, tout est spéculé concernant sa disparition. Certains remettent en cause sa santé avant le départ, car Alain avait été blessé gravement à la cheville droite, sectionné par le cordage d'une ancre du bateau en 1975. Il subira d'ailleurs 22 opérations qui lui permettent de conserver son pied. Mais le docteur Bainvel, qui l'avait suivi pour son problème au pied, rappelle de son côté que l'état de santé d'Alain était excellent avant son départ pour la route du Rhum. Il ne peut être responsable d'un accident. On remettra en cause aussi la préparation, mais là encore, le bateau embarquait près d'1 mois de vivres et avait bien été révisé avant le départ. Le seul point qui faisait défaut, c'est qu'il n'embarquait pas de balise de détresse, oubliée sur le quai du départ. À la boulette. On a aussi remis en cause le bateau vieillissant. En effet, en 2014, soit 36 ans après la disparition du Manureva et donc de Alain Colas, certains proches du navigateur mettent en cause l'état de fatigue mécanique du voilier. Les coques en aluminium auraient présenté des milliers de fissures selon des examens masqués par plusieurs couches de peinture. Et avant le départ, de nombreuses fissures faisaient défaut, notamment au niveau des bras de liaison et de la coque, et des flotteurs étaient sujets aux voies d'eau, pouvant expliquer une potentielle destruction du bateau et donc son échouage en mer. On a envisagé même des hypothèses farfelues mais potentiellement vraies, comme un choc avec un cargo, la désintégration des structures du bateau, le suicide d'Alain, ou même qu'il aurait réussi à toucher terre et aurait refait sa vie sur une île déserte en raison de grosses dettes qu'il avait contractées. Mais malgré toutes ces hypothèses, nous n'aurons jamais de réponse. Et le 27 décembre 1978, le ministère de la Défense annonce officiellement l'arrêt des recherches. Et encore aujourd'hui, aucun débris, aucune trace du Manureva et du navigateur ne sera faite. Cette disparition restera à jamais dans les mers sombres et agitées de l'Atlantique. Le Manureva rejoint donc la liste des nombreuses victimes de cet océan, notamment celle du Titanic avec ses plus de 1500 morts. En 1979, un an après la disparition du skipper, le chanteur Alain Chamfort part pour Los Angeles afin d'enregistrer son nouvel album Pause. Pour l'écriture des chansons, il fait appel à Serge Gainsbourg, auteur-compositeur de renom que tout le monde connaît, qui avait déjà aidé à l'écriture d'ailleurs de certaines de ses chansons des 2 albums précédents. Il compose alors dans la liste de Pause une certaine musique lancinante et dynamique dont le titre est d'abord Adieu California. La maison de disques CBS Records, celle d'Alain Chamfort, adore la musique. Le chanteur décide alors de l'enregistrer, mais le texte ne lui plaît pas. Il sent que le titre va se planter et il n'a pas envie que cela arrive. Alors que la fabrication de l'album est lancée, il demande alors à Gainsbourg de lui réécrire des paroles. Serge alors se met au travail mais a du mal à en trouver des nouvelles. Un soir, après un dîner chez Eugène Riguidel, participant de la route du Rhum l'année de la disparition d'Alain Colas, Gainsbourg a le déclic. C'est ce que dira d'ailleurs Alain Chamfort. Serge m'appelle et il me dit « Manureva ». Rien qu'à l'évocation de ce mot dont je ne savais pas à quoi il se référait, ça m'a paru évident. Je trouvais ça poétique, voire même doux. Serge m'a alors annoncé que c'était le nom de baptême du bateau d'Alain Colas. J'ai eu un moment de réticence, c'est quand même un peu délicat d'écrire une chanson sur quelqu'un qui a disparu en mer. Gainsbourg me répond que c'est un hommage. Le lendemain, il me lit le texte et il n'y avait plus de doute possible.
Alain Chamfort demande alors à CBS d'arrêter la fabrication du disque et retourne à Los Angeles afin de réenregistrer sa voix et refaire la production de la chanson. La chanson sort alors le 15 septembre 1979, laissant en mémoire l'histoire d'un homme qui, passionné par l'océan, y laissera la vie et disparaîtra à jamais dans les eaux sombres et délicates, mais néanmoins violentes, de l'Atlantique. Voilà donc l'histoire mystérieuse de Alain Colas et son fameux bateau, le Manureva. Ah, la Grèce, quel beau pays! Son histoire incroyable, ses paysages à couper le souffle et ses légendes quasi divines. Et l'une de ces îles résume pour moi l'entièreté de tout ceci, l'île de Santorin. Sa beauté sous le soleil de Méditerranée, son histoire aussi bien réelle avec Acrotyrie et la Pompéi bis ou l'antique cité de Terra, qu'imaginaire avec les théories sur l'Atlantide ou même encore ses caractéristiques volcaniques fascinantes. Et j'ai eu de la chance d'y aller 2 fois durant ma tendre vie. Mais à chaque fois, il y avait un endroit qui m'intriguait sur l'île. Un rond fait en bouée délimitant une zone avec une forme sombre sous l'eau. Je n'osais faire mes recherches sur qu'est-ce que pouvait cacher cette zone. Et en faisant quelques recherches il y a de cela quelques semaines, j'ai découvert l'une des catastrophes maritimes les plus importantes de notre siècle. L'histoire d'un bateau de croisière qui, le 5 avril 2007, a voulu faire comme Icare avec le soleil et qui lui aussi s'est brûlé les ailes. Et vous allez voir que cette affaire est assez proche d'un autre bien connu et qui s'est produite 5 ans après, près des berges de l'Italie, avec un autre bateau de croisière qui aurait dû se souvenir de l'horreur qu'a provoqué cette affaire. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il coulé? Pourquoi est-il resté sur place? Et comment cet événement n'est pas venu en tête du capitaine Francesco Schettino lors de son fabuleux geste? Et pourquoi encore aujourd'hui l'écosystème est menacé? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, dans ce nouveau Fabulae Mundus, nous allons découvrir l'un des naufrages les plus historiques, mais néanmoins le plus silencieux à ce jour, à savoir le naufrage du Sea Diamond. Avant tout, pour commencer, retraçons un petit peu l'histoire du bateau. Car le bateau, avant de s'appeler le Sea Diamond et d'avoir le triste destin qu'il a vécu, il était non pas en Méditerranée, mais dans les Baltiques. Nous sommes alors en 1986, dans les pays scandinaves et plus précisément en Finlande. Cette année-là, la compagnie maritime finlandaise Birka est heureuse, puisque leur nouveau navire vient d'être livré et va entrer en service pour servir de ferry pour des passagers et offrir des voyages féeriques en mer Baltique. Son nom, le Birka Princess. Ce bateau, long de 143 mètres, est un sublime bijou de modernité à l'époque, mais surtout une construction capable de vivre dans les eaux difficiles de la mer Baltique. Devant servir de ferry, il possède d'ailleurs un pont de voiture permettant d'accueillir 80 véhicules pour des clients qui vivront un séjour inoubliable dans des intérieurs d'une très grande qualité. Et pour leur sécurité, la coque du bateau était même renforcée pour pouvoir résister aux quelques morceaux de glace que pouvait croiser le navire sur le chemin en mer Baltique. En bref, c'est un ferry de qualité et moderne, prêt à vivre ce pourquoi il a été conçu. Durant les années 90, notre Birka Princess va enchaîner les séjours et devenir un incontournable pour les yeux de nombreux passagers qui ont pu utiliser ses services. La fin des années 90 marque la genèse des croisières de loisirs, aussi bien dans les Caraïbes qu'en Méditerranée. Birka comprend donc qu'il faudrait en effet suivre la tendance, et va donc envoyer son bateau au repos au chantier naval de Lord Wharf pour une rénovation des plus importantes. Alors, importante à quel point? Sachez que le bateau était méconnaissable. En effet, le Birka Princess était devenu un bateau de croisière tout neuf, avec de nouvelles cabines pour les passagers et même le pont de chargement avait disparu pour faire place nette à de nouvelles infrastructures au sein du bateau. Réalisant des voyages d'1 ou 2 nuits pour relier les grandes villes de la mer Baltique, il a enchaîné bon nombre de circuits et de séjours.
Et avec toutes ces rénovations et ces nombreux nouveaux avantages, la compagnie s'attendait à une belle recette tout au long des mois et des années de service. Mais malheureusement, nous arrivons dans les années 2000 et le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Et après de belles années de service, la compagnie Birka, au vu des attentes financières non atteintes, décide alors de le mettre à la vente durant le mois de janvier 2006. On aurait pu se dire qu'il allait terminer à la casse, comme de nombreux bateaux de croisière qui s'échouent au fur et à mesure du temps dans certaines régions du globe pour finir leur séjour comme dans un cimetière. Malheureusement pour lui, le bateau n'avait pas encore fini son aventure, car Hadès avait encore besoin de lui. Pendant un temps, de nombreux grands noms des compagnies maritimes vont s'approcher des bureaux de Birka pour proposer une offre à la hauteur de notre bon vieux Birka Princess. Et une en particulier va attirer l'attention de notre chère compagnie maritime, à savoir la compagnie chypriote Louis Cruise Line. Et vous vous en doutez au vu de la localisation de l'acheteur qu'il n'allait pas continuer son aventure en mer Baltique, mais bien évidemment en mer Méditerranée. Après quelques rénovations mineures pour le rendre encore plus attractif et un peu plus moderne, le Birka Princess, que l'on renommera alors sous le nom du Sea Diamond, reprendra la mer, mais cette fois-ci direction les sublimes îles grecques comme celle de Mykonos, Rhodes ou même encore celle de Patmos. En gros, l'une des destinations phares des croisiéristes au même titre que les Caraïbes et aujourd'hui même le Groenland. Ouais, encore des idées à la con ça vraiment, hein. Partir au Groenland, mais qui va faire ça, sérieux? C'est honteux! À partir de là, on pourrait se dire, bah c'est bon, il a eu des petites rénovations, il est habitué à quand même être assez solide face à des gros blocs de glace, il devrait pas y avoir trop de problèmes et tout va bien se passer dans cette mer aussi peu agitée qu'une petite grand-mère dans une maison de retraite. Malheureusement, rappelez-vous d'Icare, à force de voler trop près du soleil, on peut vite se brûler les ailes. Après toutes ces rénovations, etc., nous arrivons donc au mois fatidique d'avril 2007. Ce mois-là, le Sea Diamond, commandé par le capitaine de 35 ans Yayanas Morano, embarque pour une croisière de 5 jours autour de différentes îles, dont certaines que j'ai déjà citées. Avec plus de 390 membres d'équipage et plus de 11 150 passagers à bord, la croisière se passait plutôt bien. Un ciel bleu, une mer plutôt calme et des passagers heureux de vivre une vie aussi formidable que celle-là sur ce fabuleux bateau. Vous avez compris, jusque-là tout va bien. Le bateau se dirige alors vers l'une des destinations ultimes des îles grecques, à savoir l'île de Santorin, avec un calme quasi mystique. Nous arrivons alors à la date du 5 avril 2007, durant l'après-midi. Le Sea Diamond arrive enfin dans la caldeira de l'île. Le bateau commence alors son approche du port, car oui, à l'époque, les bateaux de croisière pouvaient se garer proche du port pour faire débarquer les passagers sur l'île. Une chose qui, vous l'imaginez bien, a beaucoup changé depuis. Il est alors 16 h lorsque le bateau, commençant son approche du port, heurte sans le vouloir sur un récif volcanique sous-marin. Car oui, pour votre culture, si vous ne savez pas à quoi ressemble Santorin, ça ressemble à ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a une sorte d'anneau, et autour c'est entouré d'eau, et au milieu, en son centre, vous avez un volcan, qui est d'ailleurs coupé en plusieurs petits morceaux, et qui certes, même s'il est calme depuis quelques années, reste encore extrêmement actif, et pourrait clairement tout faire exploser. Au même titre que certains autres volcans, certes beaucoup plus puissants comme par exemple Yellowstone ou d'autres, mais si vous avez la chance d'aller sur l'île, il faut savoir que vous pouvez visiter le volcan et vous pourrez voir énormément de systèmes de sismologie ou de volcanique pour justement surveiller les actions et disons la petite vie de notre cher volcan. Voilà, donc autant vous dire, sous l'eau, c'est de la roche volcanique. Et elle est extrêmement solide, autant qu'un diamant. Ce récif, donc d'une solidité forte, ouvre une partie de la coque, provoquant directement des voies d'eau importantes dans 4 compartiments étanches, servant à sécuriser le navire s'il devait vivre une chose équivalente, et commence à même à en inonder une 5e. Ce qui veut dire, en langage de marin, à partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Et autant vous dire que les passagers l'ont très vite senti, car au moment du choc, un immense tremblement a fait trembler tout le bateau et un bruit assourdissant s'est fait entendre. Après tout ce vacarme, le bateau commençait déjà à se pencher net, et un vent de panique retentit dans tout le navire.
Le pire dans tout cela, c'est que les portes étanches permettant de base de contenir l'eau qui pourrait s'engouffrer n'étaient pas fermées et le capitaine a mis plus de 3 minutes après le choc pour tenter de les faire fermer. Ah, et j'ai oublié le plus drôle, c'est que le navire, il est toujours en mouvement. Donc imaginez, vous avez un bateau de croisière qui se rapproche des rives, qui commence même à dériver vers la droite. Je pense que les habitants de l'île, ils ont dû vraiment voir la catastrophe arriver, mais vraiment de leurs propres yeux, et ça devait être effrayant. Et pas que d'ailleurs. C'était donc sans espoir, et après analyse de la situation, le capitaine regarde les choses en face. Le navire est condamné, et il faut à tout prix secourir les passagers. C'est à 17h que l'ordre est donné d'évacuer le navire aux membres de l'équipage. Les gardes-côtes sont prévenus eux aussi, même si j'imagine qu'ils n'ont pas eu besoin de l'ordre du capitaine ou surtout de l'annonce du capitaine pour vraiment intervenir, parce que je pense que ça devait bien sortir la merde dès le départ. Et ils n'étaient même pas les seuls, car quelques bateaux de passage commençaient déjà à se rapprocher du futur sous-marin pour aider à l'évacuation. Et il en fallait de l'aide, car en effet, le bateau s'inclinait de plus en plus, et le monde se regroupait aux différents points de rassemblement. Mais d'un côté, le bateau était assez proche de l'eau, donc ça pouvait se faire très rapidement, mais de l'autre côté, au côté de l'inclinaison la plus forte, les cordes étaient plus assez longues, donc ça se jouait à vraiment quelques millimètres pour qu'ils puissent tomber dans l'eau dans le bon sens et pas se renverser et causer soit des noyades, soit des morts qui auraient pu être évitées. Heureusement, aucun blessé n'est arrivé et on en arrive même à ouvrir l'ancienne porte d'embarquement des véhicules de l'époque pour faire embarquer des passagers sur d'autres navires aux alentours. Mais en même temps que les passagers étaient évacués, le bateau lui continuait sa plongée. Et franchement, quand vous voyez les images de la proue commencer à s'enfoncer en temps réel, vous comprenez l'inquiétude grandissante des gardes-côtes qui savaient que le temps jouait contre eux. Mais surtout, on comprenait que c'était le naufrage d'un bateau de croisière sur l'île de Santorin, qui est l'un des sites touristiques les plus visités de la Grèce. Et autant vous dire que ça allait faire le tour du monde. Malheureusement, la catastrophe n'était pas encore finie. Pendant l'évacuation, le bateau, certes plongé dans les profondeurs de la caldeira, mais il avançait donc également vers l'île, jusqu'à heurter de plein fouet les côtes de l'île. Mais fort heureusement, messieurs, dames, et ça je peux m'en réjouir aussi de vous le dire comme ça, tous les passagers ont pu être débarqués en presque 3 heures de mouvement et d'évacuation, et même quasiment tous les membres d'équipage ont pu partir aussi. Seuls quelques-uns sont restés pour tenter d'essayer de sauver le navire. Mais bon, pour cela, je dois vous avouer, c'était un petit peu con parce que je pense que essayer de sauver ce bateau, c'est comme être sur une barque qui coule et se servir de seau pour vider l'eau. C'est inutile. Et surtout là, à ce moment-là. 30 membres de l'équipage sont alors encore sur le navire pour tenter de récupérer le Sea Diamond. Et avec l'aide de quelques remorqueurs, ils arrivent cependant à l'éloigner du port et de la côte pour le mettre dans une baie de l'île, dans l'attente de savoir qui sera en charge de récupérer ce fabuleux bateau. Alors vous allez me dire pourquoi l'avoir bougé de son emplacement d'origine. Déjà pour plusieurs raisons. Premièrement, pour redonner l'accès au port, puisqu'en effet, certes, à l'époque, il y avait un port qui se trouvait là et était assez important, donc il fallait rendre l'accès. Deuxièmement, le bouger près d'une baie, c'était surtout le mettre à un endroit où c'était inaccessible pour rentrer sur l'île. Puisqu'en effet, il y avait plusieurs endroits pour rentrer sur l'île, et cet endroit était à peu près sécurisé pour ça, et surtout aussi les rives étaient moins profondes. Pour ajouter à tous ces points, le Sea Diamond arrivait cependant à ce moment-là à se contrôler au niveau de son inondation. Donc on avait peut-être l'opportunité de sauver, voire même de récupérer le bateau. Et en effet, cela aurait pu être le cas, si on avait décidé de faire des actions pour mener à cela. En effet, les actions n'ont pas été faites, et au fur et à mesure que la nuit tombait et qu'aucune tentative pour sauver le navire ne fut faite, l'eau continuait de se répandre dans les compartiments petit à petit, puis dans des parties non étanches du bateau, jusqu'à même arriver aux cheminées de l'infrastructure et donc inonder les ponts-garages. Il n'y avait plus rien à faire, le Sea Diamond allait finalement finir au fond de la mer. Avec toute l'eau à l'intérieur, le navire chavira plus proche encore des rives, dans un noir quasi absolu. Au fil de la nuit, le poids de l'eau finissait par faire chavirer le navire tout entier, jusqu'à ne laisser que la proue au lever du jour, qui elle aussi finira par rejoindre le reste du bateau dans son ascension au plus profond des eaux de l'île. Et à 7h du matin, le Sea Diamond entama donc son dernier salut avant de rejoindre Poséidon.
Finalement, même dans ce malheur, on peut se réjouir d'une chose, c'est que tous les passagers ont pu être débarqués et on ne compte que, malheureusement, que 2 victimes, à savoir 2 Français, un père et sa fille, qui sont portés disparus / noyés dans l'enceinte du bateau. Un gros sinistre qui a été évité de justesse, mais qui provoquera donc la mort de 2 personnes et surtout le naufrage d'un immense bateau de croisière près d'une île touristique. Avec un tel accident, vous imaginez bien qu'énormément de questions furent posées ensuite pour déterminer les véritables circonstances de l'accident. Bon, en vérité, il n'y avait pas trop de doute, les autorités ont directement pointé du doigt le capitaine du bateau. Et les faits sont là, et je vais vous les expliquer. En premier point, le récif qui a endommagé le navire provoquant son plongeon était bel et bien connu et surtout cartographié sur énormément de cartes, donc impossible de ne pas le connaître. Alors le capitaine a répondu à cela en disant qu'ils ont changé de cap, notamment pour éviter ce récif. Malheureusement pour eux, il se trouve que les cartes maritimes qu'utilisait le capitaine et tous les membres d'équipage seraient erronées et qu'en effet, sur leur carte, le récif se trouvait 70 mètres plus loin. Sauf que c'était pas le cas. En plus de ça, en deuxième point, il se trouverait que le navigateur n'était pas forcément présent lors de cet accident. Et que potentiellement, s'il avait été là, il aurait peut-être pu essayer d'identifier et de vraiment retrouver où était le récif et, qui sait, peut-être d'éviter ce fameux accident. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé puisqu'il n'était pas là. En troisième point, une partie des passagers avaient vent que le second du capitaine était présent à différentes soirées à boire et à draguer la jante féminine que de réellement aider au contrôle et au bon déroulement du séjour le soir avant la catastrophe. On peut donc supposer que le lendemain, il n'aurait pas assumé ses fonctions et aurait engendré différentes erreurs amenant à la catastrophe. Au final, c'est pas moins de 14 personnes qui seront inculpées de l'accident, dont 10 qui connaîtront un jugement, dont le capitaine qui connaîtra la plus grosse sentence de tous. En effet, le capitaine du Sea Diamond écopera à l'issue du procès d'une sentence de 12 ans de prison. Et pour les autres, on ira de 6 mois jusqu'à 8 ans pour le naufrage du bateau. On pourrait alors se dire à ce moment-là que le sujet est clos, que les personnes ont été condamnées et que tout se finira bien. Malheureusement pour nous, encore une fois, si les antagonistes ont été emprisonnés, le bateau, lui, n'a pas bougé. Et malheureusement, on continue encore d'en parler. Et malheureusement pas en bien. Car en effet, même si la catastrophe a été évitée, un autre est survenu quelques heures après, à savoir la pollution. En effet, le bateau contenait assez de carburant pour tenir encore une journée de plus. Et après la collision, un des réservoirs fut endommagé et laissa sortir du pétrole dans les eaux bleues de la mer Méditerranée, provoquant alors une catastrophe écologique sur les berges de l'île et même maritime. Mais le pire, c'est que le pétrole n'est qu'une partie des produits dangereux présents sur ce navire. Tous les produits venant des frigos, des gaz ou d'autres encore, bref, tout cela pour dire que le plus violent pouvait encore arriver. Les autorités grecques ont puni la compagnie Louis Cruise Line d'1 million de dollars, certes, mais leur ont formellement donné l'ordre de nettoyer et de vidanger tout leur bazar. Mais rien ne fut fait avant 2019. La compagnie n'ayant pas encore les fonds nécessaires pour rembourser une partie des pertes des passagers, vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas non plus les fonds pour réaliser ce genre d'action. Au fur et à mesure du temps, le bateau commence à se décomposer et à libérer de plus en plus de substances nocives dans la mer. On peut même le voir d'ailleurs à l'œil nu sur la surface de l'eau. Et même si des bouées ont été mises pour entourer la zone où se trouve le Sea Diamond, rien n'empêche ces substances de sortir. En plus, le naufrage amènera à un nouveau mort, un plongeur en mission pour enquêter sur les causes de l'accident, et de nombreuses espèces maritimes sont infectées par tous ces produits. Bon, certes, là on est quand même dans une situation assez grave. Mais, encore une fois, ce n'est pas fini. Encore, ça fait beaucoup là, non? Pour rappel, le Sea Diamond se trouve donc dans une baie, mais il se trouve dans un fond assez peu profond. Enfin, je crois que la pousse se trouve à 200 pieds et que le queue du bateau se trouve à 600 pieds. Malheureusement, il se trouve proche d'une pente descendante, mais surtout d'une falaise abrupte maritime. Et en fait, le problème, c'est que si le bateau commence à glisser et à tomber dans la falaise,
bah il pourrait casser entièrement le bateau. Et alors là, libérer toutes les substances dans toute la mer sans aucune restriction. Et on pourrait alors vivre l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire. Je rajoute en prime que le Sea Diamond a eu énormément de dégâts provoqués par la plongeon qu'il a vécue. Donc ce qui fait que tu ne peux pas forcément le bouger. En plus de ça, il est incliné, donc il faudrait le remettre un petit peu sur sa quille. Donc autant vous dire, essayer de le retirer de cet endroit, c'est impossible à réaliser. Par rapport au Costa Concordia qui était, je trouve, certes très difficile, mais au moins n'était pas totalement dans l'eau. Là, on parle d'un bateau qui est enfoui tel le Titanic. Alors à ce moment-là, question, qu'est-ce qu'on fait, messieurs, dames? Vous l'aurez compris, c'est une bombe à retardement écologique qui gît quelques mètres sous la surface de l'eau de Santorin. Le gouvernement grec se lance à bien des poursuites envers la compagnie qui est chargée de régler le problème, mais de son côté elle contre-attaque, menant à aucune résolution sur la situation, qui laissa donc le bateau se corroder et donc laissant le poison sortir de plus en plus. C'est en 2017, après plusieurs demandes de la part de l'Union européenne, que le gouvernement grec lance des appels pour trouver le moyen de trouver une solution rapide et permettant d'éviter de nouveaux dégâts. Mais si je vous en parle, c'est que vous imaginez bien qu'aucune solution n'a été encore proposée et que, encore aujourd'hui, le Sea Diamond gît au fond de la mer, menaçant encore plus les habitants de l'île et surtout la vie marine d'une catastrophe sans précédent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau type de spécial pour le Family Mundus vous aura plu. Je sais que c'est des vidéos déjà sorties, mais je me suis dit que ça permettait de le transmettre différemment parce que des grosses vidéos de plus d'1 heure, souvent c'est des vidéos qu'on peut mettre en fond quand on fait la cuisine ou quand on fait le ménage, ou même en fond pour les oreilles. Donc j'ai décidé de faire un type de vidéo comme ça pour tester, voir si ça vous plaisait plus. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez plus. De toute façon, je pense que j'en sortirai davantage de ce style-là quand j'aurai un peu plus de vidéos, par exemple sur les mythes et légendes, les tueurs en série. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez vraiment aimé. Comme ça, ça me montrera que je dois en faire plus. Vous inquiétez pas, de toute façon l'année prochaine, je vous dis, il y aura largement de quoi faire, vous inquiétez pas, tout est déjà prévu. N'hésitez pas non plus, si vous ne l'avez toujours pas fait, à aller vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve pour le mois de décembre où on repartira sur une vidéo par semaine avant janvier où je vous annoncerai la suite de l'avenir de la chaîne. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!